aujourd'hui la conférence L'intelligence de l'art. C'est le titre c'est le titre du livre de Danielle, publié aux éditions du PUC. Et par intelligence, elle entend la manière de penser, de réfléchir le monde qui est propre à l'art. C'est un sujet qui l'a intéressé toute sa vie. Pourquoi y a-t-il de l'art? Pourquoi est-il si important dans les sociétés et aux yeux de tant de personnes? Que fait-il, l'art? Que nous permet-il d'accomplir? Ces idées sont le fruit de plus de 30 années d'expérience en enseignement et en recherche dans des cycles supérieurs, des années fécondes où Danielle a côtoyé des centaines d'artistes et sa familiarité avec ces artistes en formation et en questionnement, dans un environnement interdisciplinaire, c'est très pertinent, important de le souligner. Ça lui a ouvert une fenêtre privilégiée sur le processus, la démarche, le pourquoi de l'art, son impératif dans la vie de ces artistes, sa nécessité dans l'humanité. Danielle, aujourd'hui, nous invite à plonger avec elle le temps de quelques brasses dans ces questions. Alors, la conférence dure une 50aine de minutes et ensuite, Danielle aimerait beaucoup que vous participiez par vos réflexions, vos questionnements, etc., que ça devienne comme une espèce de dialogue autour des questions soulevées par Danielle. J'aimerais aussi souligner que les ateliers de l'œuvrement qui ont permis la tenue de ce colloque, entre autres, avec le département de psychosociologie de l'UQAR. Juste de vous parler, on a un site web, si ça vous tente d'aller sur ce site-là pour en savoir plus. Les ateliers de l'œuvrement sont un collectif de recherche sur la recherche-création qui est né en 2019, associé à l'UQAR. Un collectif composé de Danielle, moi, Virginie, qui est derrière toujours, Louise Gauthier et Anne-Marie Michaud, qui enseigne à l'UQAR de Lévis, d'ailleurs, qui forment une sorte de microsystème social ancré sur un savoir sensible. L'œuvrement, on parle de l'œuvrement, les ateliers de l'œuvrement. L'œuvrement, c'est quoi? Dont il s'agit, c'est l'ensemble des idées, des principes, des processus, des échanges et des pulsions qui orientent et propulsent la création vers l'avant. Réfléchir sur les opérations de la création, sur l'œuvrement, par le biais de la recherche, constitue le cœur de la mission du collectif. Donc, on vous invite à aller vous promener sur le site et même à y contribuer. Sans plus attendre, je vous prie d'accueillir chaleureusement Danielle Bouteille. Bonjour, merci beaucoup. Merci Suzanne pour ta présentation généreuse. Merci tout le monde d'être là. Ça me sent très honorée, puis nerveuse aussi d'intervenir dans ce contexte-là. Je trouve que c'est un contexte privilégié de s'adresser à des artistes qui sont en études, en cheminement, en réflexion. C'est vraiment comme le public idéal pour les idées que j'apporte. Avant toute chose, Virginie fait dire d'éteindre vos téléphones. Mon livre, la commande, c'était de venir présenter mon livre. Mon livre, c'est un livre qui est assez foisonnant, qui se promène à travers plusieurs idées, puis qui fait comme une espèce qui fait plus, à mon avis, une mosaïque d'idées qu'un argument linéaire sur ces questions-là, justement. Puis j'ai essayé j'ai vraiment pensé à essayer de le résumer, puis je n'étais pas capable. Alors, je me suis dit, je vais trouver un fil. Et donc, j'ai choisi le sentier de l'expérience augmentée, qui est une notion qui traverse tout le livre, mais qui traverse tout l'art, en fait, et
d'un point de vue tant anthropologique que philosophique, etc., la notion d'expérience sémantique est très importante et très peu définie en général. Donc, ça va être mon fil rouge. Puis, avant ça, je vais parler de comment j'ai réfléchi à l'intelligence de l'art. En fait, je ne l'ai pas dit, alors ça ne s'est pas rendu, mais j'avais comme titre de cette conférence-ci « Réfléchir à l'intelligence de l'art » pour rendre visible un peu mon processus. Parce que c'est important, je pense, de présenter nos a priori, tout ça, puis de dire aussi d'où on parle, puis comment on a travaillé. En tout cas, dans le monde de la recherche, c'est quelque chose qui est nécessaire. Ensuite, pour cette présentation-là, c'était comme une lecture. En somme, j'ai sorti des extraits que je vais encadrer là, par des réflexions. Des commentaires que je vais rajouter. Puis ça pourrait aider à tracer justement le fil conducteur à travers mon sujet. Pour ceux et celles qui comprennent mieux l'écrit, ben, vous pourrez lire les extraits là, sur le PowerPoint en même temps que je les lis ici. Voilà, il y a plusieurs des idées que je vais présenter avec lesquelles plusieurs d'entre vous sont déjà familiers. Ça servira de rappel, puis peut-être aussi d'aller plus loin un peu dans l'exploration de ça. Alors, il y a 2 citations en exergue du livre, au début du livre, elles sont ici. Seul nous appartient ce qui n'existe pas et que nous avons le pouvoir de faire venir au monde, de l'écrivain français Jean-Christophe Ruffin. Et cette autre citation que plusieurs connaissent parce que j'en ai souvent parlé, qui est « L'homme est l'œuvre de l'art » de l'artiste allemand Joseph Beuys. Ce sont là 2 phrases qui sont décisives, tranchées et mystérieuses. Mais surtout, ce sont les citations de créateurs. Et dans mon livre, j'ai voulu prendre au sérieux ce genre de propos et tenter de voir ce qu'ils nous disent et ça nous mène. Et là, sans que je le sache, Suzanne elle en a rajouté 2 autres tantôt, de Hugo Latulippe puis de Nicole Brossard. En fait, ça résonne partout dans les écrits des artistes, ce genre de propos, ce genre de considérations qui parlent. Des fois, on dit ça. Ben, j'ai lu des textes de théoriciens qui voyaient ça comme la mystique de l'art d'une façon assez hautaine un peu. Mais en réalité, c'est vrai que je les ai comme un peu collectionnés tout au long de ma vie. Puis en me disant, il faut comprendre qu'est-ce que ça dit. Au lieu de penser que c'est naïf, il faut comprendre qu'est-ce que ça raconte. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça. Alors voilà, il y en a, ça c'en est 2, il y en avait 2 autres ici. Puis c'est ça qui a été comme vraiment qui a toujours été le moteur de ma réflexion sur l'art. Alors, la première citation m'évoque le fait que nous ne sommes pas grand-chose dans l'univers, seul nous appartient ce qui n'existe pas. Et que nous pouvons contribuer, ce que nous pouvons contribuer au monde, c'est ce que nous faisons, donc notre œuvrement, nos rêves, notre imaginaire, peut-être qu'il voulait dire aussi notre présence. Et Beuys, lui, dit l'homme est l'œuvre de l'art. Ça veut dire que nous ne sommes pas seulement des êtres biologiques, que notre humanité, dans le sens de humanité, dans le sens de qualité d'être humain, ce qui est humain, l'humanité, se développe grâce à nos œuvres et à nos comportements artistiques. C'est pour ça que je dis que c'est mystérieux, c'est pas rien de dire ça. Moi, dans mon livre, j'en arriverai aussi à dire que le monde est l'œuvre de l'art, pas juste l'homme, car le monde est bien plus qu'un ensemble d'objets ou qu'un environnement naturel. Le monde devient un véritable monde par nos efforts de le voir et de le vivre comme un tout unifié, comme un monde, justement. Et cette intégration-là, c'est aussi l'œuvre de l'art. Après ces 2 citations, je crois que la meilleure porte d'entrée dans le livre serait de vous lire la page 1, qui a pour sous-titre « Sauver le monde ». Ça commence comme ça. « Récemment, une personne étreinte par l'angoisse devant l'état du monde m'a demandé « Mais pourquoi l'art ne peut-il pas sauver le monde ?» Question vitale, question formidable, mais qu'est-ce qui permet de la poser? Que voit donc cette personne dans l'art? Quel pouvoir lui imagine-t-elle? Plus souvent, c'est de la science et du progrès qu'on attend le sauvetage du monde. Pourquoi alors, devant leur apparente impuissance, se tournerait-on vers l'art?
Cette question sous-tend une certaine conception de la nature des problèmes actuels. Elle évoque aussi un sentiment de ce dont l'art est capable ou devrait être capable. Lorsqu'on en attend d'être sauvé par la science et le progrès, c'est qu'on attend des solutions concrètes qui viendront de l'extérieur. Mais lorsqu'on se tourne vers l'art et qu'on envisage que la réponse appartient peut-être à une dimension, c'est qu'on envisage, que la réponse appartient peut-être à une dimension ineffable, intérieure, de l'ordre de la beauté et de la vision. Le grand problème social en serait un de valeur alors et de comportement, et toujours cette déploration d'une perte ou d'un manque de sens. Le problème serait-il donc plutôt d'ordre existentiel, voire spirituel? À cette personne, j'ai répondu, l'art sauve le monde depuis les tout débuts. Il n'y aurait pas d'humanité, ai-je ajouté, s'il n'y avait jamais eu l'art. Et c'est l'art qui nous a fait, qui nous fait humains. Il a été et est encore notre première intelligence. Cette anecdote est vraie et mon livre explore ce qui fait que j'ai pu faire ces affirmations. Bien sûr, j'y regarde qu'est-ce que l'art, mais je regarde surtout pourquoi y a-t-il de l'art partout sur la Terre depuis les débuts de l'humanité. L'art apparaît comme aussi constitutif et ancien que le langage dans l'aventure humaine. Alors, que fait-il pour être si omniprésent à travers l'histoire et les peuples? Ce livre, mon livre, est la synthèse de réflexions sur l'art qui me sont venues autant de ma pratique créatrice que de ma pratique d'enseignement. Et de ma curiosité aussi, car j'ai beaucoup lu sur l'art dans ma vie. Comme l'a dit Suzanne, j'ai étudié en musique, en art visuel, j'ai travaillé sur l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité, le processus créateur, et plus récemment sur la recherche-création, surtout au niveau de ses méthodes et des questions scientifiques qu'elle pose. Donc, effectivement, je ne suis pas seulement une praticienne. Toutes mes réflexions et mes échanges avec les étudiants ont aussi fait de moi une théoricienne. Il faut dire que les circonstances m'ont aidée. J'ai pratiquement toujours enseigné au cycle supérieur, c'est-à-dire à des artistes avec qui nous étions rendus à réfléchir à leur pratique, aux directions à prendre et à ce qui constitue leur génie propre. C'est ce qu'on fait ici en étude de la pratique artistique. Et puis, j'ai toujours enseigné dans des contextes interdisciplinaires, ce qui m'a forcé à me concentrer sur ce qui est commun à tous les arts. Et de plus, il n'y a jamais eu seulement des artistes au sens convenu du terme dans mes cours, il y a aussi eu des artisans, des artisanes, des art thérapeutes, des enseignants et enseignantes en art. C'est tout cela qui a formé ma compréhension de l'intelligence de l'art au sens où comment l'art fait ce qu'il fait. Alors, je crois que ce livre regarde les choses d'une façon assez différente de ce qu'on voit le plus souvent en matière de théorie de l'art. C'est parce que j'ai aussi décidé de mettre à distance 3 des fondements paradigmatiques sur lesquels reposent le plus souvent ces théories. Le premier de ces paradigmes que j'ai écarté, c'est la primauté de l'œuvre. Comme enseignante, j'ai remarqué que beaucoup d'artistes se méfient de la théorie ou qu'ils sont ambivalents. Et c'est mon cas d'ailleurs aussi. D'une part, les écrits sur l'art nous attirent. On a envie de lire sur cette passion qui est la nôtre, mais nous sommes souvent déçus de ce qui nous est présenté. Pourtant, les artistes aiment lire, généralement, et ils aiment réfléchir aussi, et ils sont souvent très cultivés. D'où vient la déception alors? Voici encore un extrait de l'introduction. Le plus souvent, les textes sur l'art sont écrits par des spécialistes de l'art ou des philosophes qui regardent l'art essentiellement sous l'angle de l'œuvre, interrogeant sa nature et son pouvoir. Or, je crois qu'il faut plutôt regarder tout le phénomène artistique. Regarder les artistes, professionnels comme amateurs, regarder les gens du public, les participants, tous ceux qui aiment l'art ou qui rêvent d'en faire, et s'attarder à ce qui motive les spécialistes de l'art. Aller dans les ateliers et les séminaires, s'intéresser autant à l'art très génial et élevé qu'aux cahiers de croquis et aux idées jamais réalisées. Regarder la relation que les gens ont avec l'art et porter attention à tous les lieux et contextes où l'on trouve de l'art. Le voir ici aujourd'hui, mais aussi à travers l'histoire et les continents. En faisant cela, l'art se met à apparaître non plus comme un objet esthétique, mais comme une expérience à vivre. Autrement dit,
l'œuvre n'est pas la finalité de l'engagement artistique, mais bien la médiatrice de cette expérience recherchée. Pour cette raison, ce livre ne s'inspire des philosophies existantes de l'art que de façon tangentielle. J'ai surtout fondé ma réflexion sur les écrits et les dits d'artistes, surtout au 20e siècle. Au 20e siècle, en effet, les artistes ont beaucoup réfléchi sur ce qu'ils faisaient et ont beaucoup interrogé la nature et la raison d'être de l'art. Ils l'ont fait à travers des textes personnels, interviews, correspondances, journaux personnels, articles, mais aussi, et c'est encore plus intéressant, à travers des œuvres, des expériences, des manifestes qui se sont répandus de l'un à l'autre dans une immense entreprise dialogique. En somme, pour comprendre l'art, il faut le vivre, et je dis ça très sérieusement. L'art n'est pas un catalogue d'objets, quelque chose à décoder ou à comprendre. C'est autant d'expériences auxquelles on s'adonne. Donc, j'ai regardé les vécus, les processus et les comportements artistiques plutôt que de m'interroger, comme tant d'autres, sur ce qui fait qu'un objet est un objet d'art. Le deuxième paradigme que j'ai mis à distance, c'est la pensée scientifique objectifiante, celle qui voit les choses et les êtres, y compris le corps et l'esprit, comme des entités séparées, indépendantes les unes des autres, et qui croient que la meilleure façon de les connaître est de les isoler, d'arrêter leurs mouvements et de les étudier in vitro. Cette façon de voir qui se veut objective ne peut appréhender que la part matérielle et apparente des choses. Elle ne peut rien savoir de leur sens, de leur valeur et comment elles s'inscrivent dans un tout. J'ai donc commencé par écarter cette pensée objectifiante pour approcher mon sujet avec une vision plus spirituelle, plus systémique et plus en cohérence avec la pensée de l'écologie profonde. Finalement, le troisième paradigme que j'ai mis à distance a été le concept occidental de l'art. Au cours d'une période allant grosso modo de la Renaissance jusqu'aux années 70, l'Occident s'est construit une conception de l'art très particulière et inédite parmi les cultures humaines. Sa principale caractéristique à l'art occidental est d'être isolé du reste de la vie. L'œuvre d'art y est vue comme un objet pur, autonome, sans autre raison d'être que celle d'être objet d'art, qu'on présente dans des lieux spécialisés. Mais dans l'ensemble de l'humanité, les objets d'art purs sont rares. L'art y est plutôt une dimension intégrée aux objets, aux lieux, à des situations normales, aux rituels de la vie communautaire. Dans ces cultures, l'art imprègne toute la vie. En fait, l'art occidental est tributaire de cette pensée objectifiante dont j'ai parlé juste avant, qui prévaut non seulement dans les sciences, mais aussi dans l'économie capitaliste, qui objectifie et instrumentalise tout ce qui existe pour pouvoir évidemment le mettre en marché. Avec cette idée de marché, la fonction de l'art est devenue productiviste. Son but est de produire l'objet d'art, un objet à vendre et à posséder. Donc, pour écrire ce livre, j'ai cherché, au-delà de notre univers occidental, ce qui, de l'art, pourrait être considéré comme universel. Je me suis demandé s'il était possible et à quelles conditions on pourrait voir dans un même regard les arts du monde entier depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Cela m'a amené à une approche anthropologique. Mais je me suis quand même servi de l'art occidental pour éclairer le paysage artistique universel, car cet art s'inscrit quand même dans l'ensemble des arts du monde. D'ailleurs, dans certains mouvements alternatifs actuels, on a l'impression de voir un retour à des formes de manifestations et de comportements artistiques qui étaient déjà là à la préhistoire, déjà là dans l'Antiquité, déjà là chez les peuples racines et autochtones. Autrement dit, il y a des choses dans les lieux avancés de l'art aujourd'hui qui nous aident à comprendre ce qu'il y avait alors. Et inversement, on trouve des choses dans la préhistoire et les cultures non occidentales qui nous renseignent sur ce qu'on voit apparaître dans l'art d'aujourd'hui. Je vais faire une confidence qui n'a rien à voir avec, qui n'est pas dans la suite. Je crois que le monde et les choses ont une intériorité, une âme autrement dit, avec laquelle l'artiste communique et que ses œuvres révèlent. C'est d'ailleurs ce que pratiquement tous les peuples ont cru avant nous, et c'est aussi comment je comprends la célèbre phrase de Paul Klee,
L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Alors, ouais, c'est ça. Non, non. Bon, c'était l'introduction. Ça me fait penser à... Oh non, je raconterai ça une autre fois. Dans le Concert for Bangladesh, dans les années 70, Ravi Shankar il était invité. Puis là, lui, puis ses musiciens, le musicien de tabla, puis l'autre, ils s'accordaient. Ça leur a pris du temps. C'est des instruments complexes, en fait. Ils ont pris comme un bon 5-10 minutes pour s'accorder. Puis là, les gens se sont mis à applaudir. Comme ça. Puis là, il a dit « Thank you for the tuning so much. I hope you will enjoy the concert. » Alors, merci d'avoir apprécié l'introduction. Je vais parler des besoins humains. Parce que ma première grande hypothèse a été que si on trouve de l'art partout, c'est que celui-ci doit répondre à un besoin humain essentiel. J'ai repris dans mon introduction cette citation qu'on a lue dans les cours, une citation de Suzanne Lanier, qui est une philosophe américaine des années 40-50, qui a beaucoup écrit sur l'art, des choses très intéressantes. Alors, elle disait « L'amour de la magie, le haut degré de développement du rituel, le sérieux de l'art et l'activité caractéristique des rêves sont des facteurs nettement trop importants pour qu'on les écarte dans la construction d'une théorie de l'esprit. » À l'évidence, l'esprit fait autre chose, ou du moins quelque chose de plus, que simplement relier entre eux des éléments expérientiels. Il ne sert pas seulement ses besoins biologiques reconnus par la psychologie génétique. Pourtant, c'est un organe naturel qu'on peut présumer ne rien faire qui ne soit approprié au comportement global cette réponse à la nature qui constitue la vie humaine. La morale de cette longue critique, en somme, est de reconsidérer l'inventaire des besoins humains. J'ai suivi cette piste. Dans les années 60, le psychologue américain Abraham Maslow a organisé en catégories une liste de besoins fondamentaux. Il a posé d'abord les besoins physiologiques, manger, boire, dormir, s'abriter, etc. Les besoins physiologiques dont la déficience met notre vie en danger. Puis les besoins affectifs et relationnels, être aimé, respecté, appartenir. Et finalement, les besoins existentiels qui concernent notre vie psychique, comme l'accomplissement de soi, se développer, être libre, se dépasser. Tous ces besoins sont d'importance vitale. Les besoins physiologiques sont urgents, alors que les besoins existentiels s'inscrivent dans une plus longue durée. En effet, le manque de nourriture et d'eau, des besoins physiologiques, vont nous tuer plus rapidement. Mais les manques au niveau existentiel, le manque de liberté, le manque au niveau du sens ou de la qualité de la vie, l'empêchement de se développer et de se réaliser, nous tueront à petit feu, mais tout aussi sûrement. D'ailleurs, je voudrais faire remarquer que, puisqu'on va parler d'expérience augmentée, les besoins existentiels sont tous liés à une augmentation de l'être. Quand on dit se réaliser, se cultiver, se dépasser, actualiser ses potentiels, tout cela dessine un mouvement d'augmentation. Et c'est là qu'on trouve l'association entre l'art et les besoins existentiels. Donc, toujours dans l'introduction, on peut lire ceci. Ces besoins d'ordre existentiel peuvent sembler plus intangibles que les autres. On pourrait même avoir de la difficulté à les voir comme de vrais besoins, aussi vitaux que la nourriture, le sommeil ou la vie sociale. C'est parce qu'étant liés à la qualité de la vie, ils s'appliquent à tous les niveaux. Par exemple, avec la nourriture, il y a les besoins de base en protéines, glucides, etc. Mais on ne pourrait pas s'alimenter longtemps uniquement avec les molécules requises. On prépare les aliments, on veille à leur qualité, à leur présentation. On a de cesse d'ajouter des couches de raffinement, de beauté et de sens autour de cette expérience dont le but n'est plus simplement de s'alimenter, mais de maximiser le plaisir, de favoriser les relations et nourrir la rêverie. Il y a les repas ordinaires, plus ou moins soignés, et il y a les grands repas.
les banquets, les délicatesses, les aliments fins. Autrement dit, il y a l'impératif de survie physique et il y a l'expérience gourmande ou gastronomique qui est une expérience augmentée. Je ne dis pas que la gastronomie est un besoin au même titre que la simple nourriture et on peut s'en passer toute sa vie pour cause de pauvreté économique ou écologique ou si notre état de santé nous limite ou si on a fait vœu d'ascèse, par exemple. Mais on ne peut pas se passer de toute qualité, de toute augmentation qualitative. Ce qui importe, ce qui est réellement vital, c'est de trouver du sens, de la beauté, de la qualité dans notre vie, d'optimiser nos expériences et d'enrichir nos diverses relations aux autres et au monde. Et c'est là que les arts sont particulièrement efficients. On peut même dire qu'ils sont la grande technologie des besoins existentiels et de nos aspirations à des expériences intensifiées. À cette heightened experience, dont la création, dira le musicologue franco-canadien Jean-Jacques Nattier, constitue un des rares universaux acceptables. C'est à ce niveau, je crois, qu'il faut chercher l'universalité de l'art et sa pérennité à travers l'histoire humaine. C'est pas rien quand Jean-Jacques Nattier il dit que la heightened experience, l'expérience augmentée, c'est un des rares universaux acceptables. C'est un grand ethnologue, Jean-Jacques Nattier, qui a exploré la musique à travers tout le monde circumpolaire, puis en Afrique, etc. Alors, quand il voit que c'est ça qui relie tout, c'est pas rien. Alors, mais comme je l'ai dit au début, cette idée de heightened experience ou expérience augmentée traverse tout mon livre et c'est le fil conducteur aussi de la lecture que j'en fais avec vous aujourd'hui. Pour commencer, on va regarder juste l'idée d'expérience comme telle. C'est curieux comment une notion aussi évidente que l'expérience peut être compliquée à définir et expliquer. Dans le dictionnaire, ils disent l'expérience, c'est le fait d'éprouver, de ressentir, de vivre quelque chose. C'est pas pire comme définition. Alors maintenant, je vais sauter au chapitre 4. L'art nous met en situation, en présence et en action. À l'origine, dans leur existence transhistorique, les pratiques de l'imagination ont été autant de manières d'interagir de corps-esprit à corps-esprit avec le monde. Art, rituel, chamanisme, mythe, saga, ornementation, autant de pratiques de l'intersubjectivité, l'actualisation, la performance du lien essentiel entre humains et entre les humains et le monde. Depuis les époques primordiales et tout autant aujourd'hui, ces pratiques sont nos façons de participer, de nous inscrire dans le monde. Le flûtiste qui disperse dans le ciel comme une fumée la mélodie de son esprit, le mosaïste qui assemble morceau par morceau les figures et les symboles de sa vision du monde, l'acteur qui personnifie les extases et les détresses humaines, les danseurs qui entraînent le temps et l'espace dans les mouvements de leur imaginaire, dans tout cela, l'humain s'exprime certes, mais par là participe, communie, répond. C'est ainsi que je dis, toujours dans le chapitre 4, qu'il faut penser l'art comme une façon d'être avec soi-même, ou dans le monde, plus précisément une pratique de notre relation à soi et au monde, plutôt que comme une simple activité productive. Et passer d'une vision statique de l'œuvre comme objet esthétique signifiant, c'est-à-dire un objet pouvant être lu et interprété plus ou moins comme un texte, à une conception dynamique de l'œuvre comme l'objet médiateur d'une sorte d'opération sur soi, d'un déplacement de la conscience, d'un accomplissement de soi dans le monde. Autrement dit, arrêter de voir l'œuvre comme la finalité, comme un objet qui est la finalité, mais la voir comme un médiateur de quelque chose d'autre qui est effectivement l'expérience. Ces effets de l'art sur le rapport à soi et sur la conscience impliquent d'agir sur la matière, d'intervenir dans le monde. Toujours dans ma recherche de type anthropologique, j'ai cherché à remonter le plus loin possible dans le temps humain, et c'est au chapitre 2 que je dis « Les humains préhistoriques qui n'avaient que des outils rudimentaires, pratiquement aucun moyen de calcul ou méthode ordonnée de raisonnement,
qui ne connaissaient encore ni l'écriture, ni la philosophie, ni l'agriculture, ni le commerce, ni rien de toutes ces choses aujourd'hui essentielles à la civilisation, peignaient déjà sur les murs, sculptaient statuettes et amulettes, fabriquaient des ornements, jouaient vraisemblablement des percussions et de la flûte, chantaient, dansaient, racontaient des sagas. Avant de savoir écrire, de savoir philosopher, avant même de savoir cultiver un champ, les humains faisaient des activités que nous comprenons aujourd'hui comme appartenant à l'art. On pourrait les appeler proto-artistiques, si on veut. C'est pour dire que l'art, c'est le contraire d'une activité superflue. C'est comme... Les archéologues supposent l'existence d'une langue plus ancienne que le latin, le grec ou le sanskrit, une langue originelle de laquelle sont dérivées la majorité des langues d'Asie mineure et d'Europe et qu'on appelle l'indo-européen. C'est en indo-européen qu'on trouve la racine AR, qui est une particule qui désigne l'idée d'arrangement. Selon le dictionnaire historique, c'est là qu'on trouverait la vraie racine du mot art. L'idée d'arrangement, dit le dictionnaire historique, réunit des idées essentielles toutes liées à l'activité humaine tendue vers un ordre. C'est ici que notre mot art prend son sens originel profond, la pratique qui crée des formes, qui organise des éléments vers un arrangement ordonné. Cela parle de notre propension à arranger notre environnement, immédiat ou large, pour nous le rendre intelligible, signifiant et communicant. Et nous arrangeons ainsi les éléments de notre environnement physique et mental, personnel et collectif, depuis l'émergence de notre humanité au sens de la qualité d'être humain. Dan Snow, un artiste du Vermont qui construit des ouvrages en pierre, écrit au sujet de cette très ancienne pratique: « Je crois qu'une nouvelle construction en pierre sèche dans un lieu est le signe d'une communauté saine. Lorsque des pierres en vrac sont ramassées et arrangées, des conversations ont lieu, les gens échangent entre eux au sujet de leur place sur Terre. » Ça ressemble à ce que Stéphanie nous racontait hier, quand elle faisait du perlage, puis que ça mettait les gens ensemble dans la communauté, puis tout ça. Pour Dan Snow, donc, l'ouvrage en pierre est performatif. Il ne dit rien, il n'y a pas de message, mais il fait quelque chose, il nous fait vivre quelque chose. L'art de tout temps semble donc lié à ce comportement intemporel d'arranger, de mettre en forme, de raffiner la qualité des choses. Ces arrangements ne ressemblent pas forcément aux œuvres d'art qu'on connaît aujourd'hui. Ce sont autant des éléments architecturaux que des costumes, des objets usuels décorés à la main, des jardins, des rituels, des danses, ou encore de ces ouvrages en pierre que les humains font depuis le néolithique. Il s'agit en somme de tout ce qu'on ajoute ou qu'on fait qui n'est pas directement utilitaire. L'art est lié, je crois, à ce comportement de fabriquer quelque chose simplement pour faire un effet esthétique, pour révéler des aspects invisibles des lieux et des choses, pour augmenter leur qualité ou créer de l'ordre dans notre environnement, et ce, pour générer des expériences spéciales, esthétiques, émotionnelles, mystiques. Or, ces arrangements de tout ordre que nous créons ainsi vont forcément nous apparaître signifiants, ne serait-ce que du simple fait qu'ils ont été faits par quelqu'un. C'est comme avec le langage, au fond. Dès que quelqu'un parle, même dans une langue étrangère, nous présumons qu'il dit quelque chose de signifiant. C'est la même chose avec ces créations. Dès qu'une personne trace des formes ou arrange des éléments sans utilité apparente, nous sommes curieux de ce qu'elle fait et nous supposons que son arrangement est, d'une certaine façon, intelligible. Peut-être parce que nous sentons, plus ou moins consciemment, que dans cet arrangement, on peut retrouver ce à quoi l'artiste a porté attention et comment les choses se passaient dans son esprit. Ce que le danseur a dans la tête, les gens peuvent le lire, dit la danseuse Aurélie Dupont dans un article du journal Le Monde. Ce que le danseur a dans la tête, les gens peuvent le lire. Faut-il préciser qu'il s'agit ici de choses qu'on peut sentir, dont on aura le sentiment, et non de choses exprimables verbalement? Le 4e chapitre dans mon livre s'intitule « Vivre dans un monde signifiant », car la notion d'expérience ne va pas sans celle de signifiance. A priori, dans son état purement matériel, le monde n'a pas de sens. Il n'apparaît pas comme un monde,
mais simplement comme une série de choses ou de systèmes plus ou moins reliés entre eux. C'est par l'imagination que nous pouvons appréhender leur côté non matériel et leurs liens, pour ensuite les inscrire dans un plus grand ensemble qu'on sent cohérent et signifiant. L'anthropologue Philippe Descola a appelé ça la mondiation, faire un monde, faire le monde, alors que Mircea Eliade, de son côté, avait dit que c'était comme faire d'un chaos un cosmos. Autrement dit, il nous faut pouvoir voir les connexions entre les choses, voir les liens systémiques et invisibles qui les relient entre elles pour faire un tout. Déjà dans les années 30, dans l'art comme expérience, le philosophe John Dewey avait dit ceci: « L'œuvre d'art met en évidence et accentue cette qualité d'être un tout et d'appartenir au tout global de plus grande ampleur qui constitue l'expérience dans laquelle nous vivons. C'est ce qui explique, je crois, le sentiment d'intelligibilité et de clarté que nous inspire la présence d'un objet dont nous avons une expérience esthétiquement intense. C'est également ce qui explique le sentiment religieux qui accompagne l'intensité de toute perception esthétique. Nous sommes, pour ainsi dire, introduits dans un monde au-delà du monde et qui n'en est pas moins la réalité plus profonde du monde vécu de nos expériences ordinaires. Nous sommes transportés au-delà de nous-mêmes et c'est là que nous nous découvrons. » John Dewey, c'est le grand penseur de l'expérience, un philosophe américain du début des années 1900, là, mais c'est depuis mon doctorat que je m'intéresse à son sentiment d'intelligibilité et de clarté. Sa formulation m'avait beaucoup frappée et je me suis mise à en parler comme d'un sentiment de signifiance. Et je dis signifiance au lieu de signification parce que je vais insister sur le fait que c'est un sentiment. C'est un sentiment de signifiance, qui a un état, que le monde a un état, est dans un état de signifiance qui nous fait du sens, sans dire c'est quel sens. Le besoin de vivre dans un monde qui n'est pas absurde, mais dans lequel tout fait sens, c'est là un besoin existentiel primordial, sans quoi c'est comme si nous sommes perdus. J'ai cité le romancier Guy Gabriel Kay qui disait « Une vérité de la nature humaine est que l'on cherche et même qu'on exige de l'ordre et du sens dans l'existence, dans le flot et le flux de l'histoire passée et présente. Sans structure, sans ce sens d'un ordre, même les plus forts des hommes et des femmes peuvent être minés par une impression d'événements aléatoires, le sentiment d'être perdu dans un univers sans but et sans direction. » Le prochain extrait est un peu long, mais ça dit quelque chose d'absolument central selon moi. Toujours dans le chapitre 4, la signifiance, on l'a compris, je crois, n'est pas de l'ordre du discours, elle n'est ni objectifiable ni généralisable, c'est un ressenti. Quand quelque chose est signifiant, il se produit en nous une sorte d'éclairement intellectuel et sensible qui déclenche une réponse, un travail de l'esprit, une herméneutique en somme. En général, lorsqu'on parle du sens en lien avec les œuvres d'art, on ne fait pas assez la distinction entre un sens lu, objectif d'une certaine manière, et cette impression de sens qui est de l'ordre du sentiment d'intelligibilité et de clarté dont parle Dewey. Or, cette distinction est extrêmement importante d'un point de vue existentiel. Souvent, on évoque le besoin de sens, on fait allusion au sens de la vie ou on déplore que la vie n'a pas de sens. On déplore la perte du sens dans les cultures actuelles. Mais si nous entendons par là qu'il y aurait un ensemble d'énoncés plus ou moins scientifiques ou philosophiques qui révélerait le sens de la vie, eh bien, c'est vrai, cela n'arrivera jamais. Il n'y a aucune formulation possible à laquelle nous pourrions objectivement nous rallier concernant une ou des raisons pour lesquelles nous sommes sur Terre. Aucun énoncé général ne pourrait expliquer de manière à nous apaiser pourquoi nous souffrons, jouissons ou mourons. Vu de cette façon, la vie n'a pas de sens. Mais ce n'est pas d'une explication, d'une logique ou d'une théorie des causes dont nous avons si absolument besoin, c'est d'un sentiment de signifiance, un sentiment, une impression que le monde est cohérent, intelligible, qui est un tout et que nous sommes en relation avec lui, que nous faisons partie de sa cohérence. Si l'univers ou le monde autour de nous se met à nous apparaître absurde, arbitraire, constitué uniquement d'éléments discontinus, alors nous nous sentons séparés de lui, nous aussi,
et à terme, nous mourrons psychiquement aussi sûrement que si nous manquions d'oxygène. Ce sentiment d'absurdité et d'arbitraire, si répandu aujourd'hui, est lié à cette idée, toute récente au fond, voulant que l'esprit, notre esprit, isolé dans notre intériorité, soit séparé du monde réel, qu'il n'en fasse pas partie. Et si l'esprit n'existe pas dans le monde, alors il n'y a qu'un pas pour dire qu'il n'existe nulle part, ou ni plus ni moins que comme un épiphénomène négligeable, inutile à l'ordre cosmique. La notion de cette séparation nous a menés à mettre systématiquement en doute toute idée d'une cohérence profonde du monde, à invalider toute proposition qui n'est pas vérifiable dans le visible extérieur, donc tout ce qui relève de l'expérience, de l'intuition ou de l'imaginaire, car c'est dans l'expérience d'un monde unifié, une expérience intérieure, que se forment les relations symboliques, métaphoriques, cosmologiques entre les choses et les êtres, la cohérence de la vie et de la nature. Une souffrance bien réelle est liée à ce paradigme de la séparation entre l'esprit et la matière et entre soi et le monde, et qui revient à dire que si le sens est une fonction de l'esprit et si l'esprit est séparé du monde, alors il n'y a pas de sens dans le monde. Ce qu'il y a à retenir ici, c'est que le sens ou la signifiance de quelque chose est un ressenti, un sentiment. Et c'est pourquoi c'est l'art qui est le mieux placé pour non pas nous le faire comprendre, mais nous le faire vivre. Alors, on peut maintenant regarder cette importante notion d'expérience augmentée, j'y arrive. Nous voulons nous sentir vivants. Nous voulons goûter une fois au moins la plénitude de cette expérience, de façon que tout ce que nous vivons sur le plan physique éveille un écho au plus profond de notre être, de notre réalité intime, a dit Joseph Campbell, le spécialiste des religions. Nous voulons nous sentir vivants, nous voulons nous sentir de plus en plus vivants. Lorsqu'on parle d'expérience augmentée, il ne faut pas penser qu'on parle d'expérience limite ou extrême, du genre chamanique ou hallucinatoire. Ça peut parfois aller jusqu'à la transe ou une sorte d'expérience mystique, mais si c'est universel, comme l'a dit l'ethnomusicologue Natier, alors il faut à la base que ce soit quelque chose de très simple. Et effectivement, il peut s'agir simplement de sortir de la conscience ordinaire et changer de niveau de présence ou d'attention, ce qui correspond à l'expérience esthétique. Redevenons chasseurs-cueilleurs un instant et imaginons-nous dans la forêt accueillir des plantes comestibles, une activité ordinaire. Mais soudain, un certain arrangement de couleurs ou de formes attire notre attention et nous suspendons notre cueillette pour nous imprégner de ce qu'on voit. Qu'on trouve ça beau, laid ou bizarre, c'est sans importance. Il s'agit d'une expérience esthétique si on définit l'esthétique comme étant une attention à la forme ou encore une attention à la chose en tant qu'être, en tant qu'elle-même, à l'être en tant qu'être. Donc, d'une expérience esthétique. Il y a eu déplacement de l'attention et notre rapport au monde a changé entre le moment où nous cherchions des plantes et celui du ravissement ou de l'étonnement esthétique. C'est là un premier niveau d'augmentation, du même ordre que de prendre conscience de sa conscience dans une démarche spirituelle. Et ce que l'artiste va faire alors, c'est générer ce sentiment, ce changement de perception délibérément, en captant notre attention d'abord, puis en mettant en place les éléments pour orienter ce qu'on va vivre une fois que notre attention a été captée. Ça peut devenir très intense. Imaginons qu'un griot débarque avec une troupe de danseurs costumés et masqués pour raconter un mythe rempli de personnages et d'aventures magiques tout à coup. Mais ce n'est pas toujours le cas. Revenons au 21e siècle, par exemple, et sautons dans le chapitre 5. En fait, l'immense majorité de la production artistique appartient au monde de l'entertainment, de la décoration ou des bons sentiments, et personne ne pourrait sérieusement voir là une fonction d'augmentation existentielle. Mais même à ce niveau très ordinaire, on aperçoit notre propension à agir sur nos états d'être, à intervenir pour moduler l'ambiance qui baigne nos heures et, si possible, optimiser notre état psychique. Le fait est qu'il y a dans les arts les mêmes gradations que dans tout le reste, du plus grossier au plus raffiné, du plus léthargique au plus déployé, d'un état de contentement de soi aux efforts de dépensement de soi. Une personne éprouvée qui trouve du réconfort dans une chanson, celle qui écoute la radio en travaillant
Et tous ces gens qui vaquent dans la cité avec leurs écouteurs dans les oreilles ne cherchent pas forcément une expérience transcendante dans la musique. Mais leur technologie audio n'en est pas moins une technologie qui agit sur leur sentiment d'être, sur la façon dont ils vivent leur journée. Il s'agit quand même de choisir parmi différents effets existentiels, comme l'apaisement, l'excitation, l'enthousiasme, la synchronisation des états mentaux, etc. Éveiller l'homme au monde est le vrai sens de l'art, a dit John Cage. Paul Klee, lui, parlait des réalités ordinaires qui élargissent les limites de la vie telle qu'elle apparaît d'ordinaire. Et le compositeur allemand Stockhausen d'expliquer, les arts sont un moyen d'agrandir notre univers intérieur. Éveiller, élargir, agrandir, les arts semblent ici viser à faire émerger et s'intensifier quelque chose. Pour Stockhausen, c'est l'espace intérieur, alors que pour Cage et Klee, c'est de notre présence au monde et de la vie elle-même dont il est question. Ces verbes-là, éveiller, élargir, agrandir, évoquent le fait que notre conscience ne se donne pas d'emblée, qu'on n'est pas conscient ou inconscient, mais bien plus ou moins conscient. Car une fois qu'elle a surgi, la conscience se travaille, elle se purifie, s'intensifie, gagne en luminosité et en liberté. Et nous, les humains, n'avons cessé depuis les débuts de notre éveil à nous-mêmes de perfectionner des moyens d'opérer cet agrandissement, c'est-à-dire de concevoir et de développer des techniques et des pratiques pour assister notre mouvement d'auto-organisation, d'auto-accomplissement. Et encore une fois, ce n'est pas seulement nous qui nous augmentons psychiquement, c'est aussi le monde lui-même, à travers ses activités et ses productions qui visent à en optimiser le sens et la valeur. J'ai dit au début qu'il n'y avait pas que l'homme qui était l'œuvre de l'art, mais le monde aussi. Si je reviens au chapitre 2, j'ai écrit « À chaque fois, j'ai l'impression que les arts sont liés à une fonction réflexive de la conscience. En prenant conscience de ce que l'on est en train de faire, écrire, raconter, bouger, fabriquer, questionner, en prenant conscience de ça, on commence à être curieux de l'action elle-même, au-delà de sa fonction utilitaire immédiate. On se regarde écrire et notre attention est attirée par le geste calligraphique. Ça me fait penser, quand on est petit, on fait tout ça à l'école. Hein? Ils nous apprennent à écrire, puis tout à coup, on se met à tracer des lettres, à calligraphier, tout ça. Alors, on se regarde écrire et notre attention est attirée par le geste calligraphique. On entend l'histoire qui nous est racontée et notre attention est attirée par la forme narrative. Et puis, on se dit qu'on pourrait en inventer une de toutes pièces. On regarde le champ qu'on a ensemencé et on a l'idée d'un aménagement paysager. Cette attention portée à une action quelconque pour la considérer et la pratiquer pour elle-même définit un comportement qui éventuellement deviendra l'art. Je ne suis pas certaine qu'il faille aller plus loin que cette remarque pour trouver l'origine de l'art. L'art arrive lorsque notre engagement dans une activité, l'attention que nous lui portons, se hausse d'un cran, comme cela arrive lorsqu'on commence à s'intéresser à l'activité elle-même et non plus seulement à son produit. Puis d'un autre encore, lorsque notre participation en vient à rediriger l'évolution puis la finalité même de cette activité. Au XXe siècle, les artistes ont beaucoup travaillé sur cette notion d'attention portée à la chose en elle-même, jusqu'à générer une nouvelle catégorie d'art, le ready-made, qui signifie de travailler avec des objets trouvés ou des sons du monde ordinaire. Le fait que des objets ou des sons trouvés puissent être promus au statut d'œuvre d'art, du simple fait qu'on les présente dans un contexte artistique ou musical, a provoqué une prise de conscience absolument majeure qui traverse désormais tout l'art contemporain. Ces ready-made et ces objets trouvés utilisés dans les œuvres nous ont appris qu'à la base, la qualité d'art n'est pas liée à un certain type d'objet, ni à un processus de fabrication, mais à la manière de regarder ou d'écouter, à une forme d'attention. Je dois maintenant m'arrêter. Pour cette présentation, j'ai puisé surtout dans les deux premières parties du livre, qui en comptent 3. La première partie, l'art est-il universel, regarde les différentes définitions de l'art, tant d'un point de vue théorique qu'anthropologique,
pour chercher ce qui est commun à travers les cultures et les millénaires. La seconde, qui s'intitule « Les domaines de l'être », traite de cet élan existentiel qui nous hausse dans le sentiment d'être vivant et nous met en présence des dimensions invisibles du monde, c'est-à-dire les dimensions de sens, de sacralité, de mystère, de valeur, de présence, de beauté. Il y a une troisième partie ensuite, intitulée « L'esprit et le monde », où je regarde d'assez près comment fonctionne la création de sens et les effets existentiels de l'art. Je n'aborderai pas cette troisième partie présentement, aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'elle demanderait carrément une deuxième conférence. J'en dirai seulement que j'en arrive alors à montrer l'art moins comme un mode d'expression que comme un mode de participation au monde, aux autres. Cette notion-là est vraiment, vraiment importante. On est plus que dans l'expression, on est dans l'immersion. Ce monde et ces autres avec lesquels on participe, dont l'esprit n'est pas séparé du nôtre. J'y explique que cette participation est possible parce que les résonances sont partout, entre nous et les choses, entre nous, les choses et le monde. Elles se passent dans l'invisible, ou autrement dit, l'intériorité. D'abord, les créations d'un être sont des métaphores de son esprit. Les créations d'un être sont des métaphores de son esprit. Et ce sont tout autant des métaphores du monde dont cet être fait partie. Autrement dit, dans les créations d'une personne, on peut retrouver quelque chose de l'esprit de cette personne, ainsi que de l'esprit du monde dans lequel cette personne vit. Au-delà de l'artiste individuel, les formes d'art, les styles et les instruments de l'art sont autant de métaphores des cultures qui les ont générés. Il y a quelque chose dans le pinceau chinois qui nous dit quelque chose par rapport à l'esprit chinois. En effet, on entend l'esprit des différents peuples dans leurs différentes musiques. On voit l'esprit des différents peuples dans leurs différents arts. Et chacune de nos cultures humaines est elle-même une métaphore du monde au sein duquel elle s'est déployée. Et au-delà encore, les arts de l'humanité sont autant des métaphores de l'humanité, de sa nature profonde, de sa diversité, de ses capacités et des esprits avec lesquels elle est en relation. Et puis, les cultures et l'humanité ne sont-elles pas des créations du monde lui-même? C'est ce que je voulais dire lorsque j'ai dit que nous sommes vivants au sein d'un univers de correspondance ou de résonance. C'est ma conclusion. Donner du sens au monde, nous rendre plus conscients, augmenter le sentiment d'exister, nous exalter, nous édifier, nous faire ressentir les choses, ces effets de l'art ne se déclenchent pas automatiquement. Le simple fait qu'une personne soit en présence d'une œuvre d'art ne garantit en rien qu'elle en sera augmentée. Cette personne doit se rendre disponible, doit s'ouvrir. Et l'artiste doit d'abord avoir œuvré au plus près de ses capacités expressives et de sa conscience. Il faut aussi travailler pour affiner nos techniques, nos dons, pour augmenter la qualité de l'œuvre. Puis les spectateurs doivent se disponibiliser, se renseigner, étudier pour rendre leur expérience plus vibrante et profonde. Ce sont tous ces actes de labeur, d'attention, d'ouverture, de curiosité, de ferveur, de générosité qui font l'augmentation. L'art ne nous augmente pas d'emblée, il a simplement le potentiel de générer le type d'expérience existentielle dont notre être a besoin. Faire de l'art, en regarder, en écouter, œuvrer, c'est se mettre dans un lieu de soi où l'augmentation est possible, un lieu où l'intention délibérée, l'attention concentrée et la conscience sont liées dans un rapport d'augmentation mutuelle. En réalité, c'est toute la qualité de la vie qui dépend de notre œuvrement. Merci de votre attention. Oh là là! Vous êtes bien généreux dans votre écoute, franchement. Merci. Ça, c'est le spot promo.
Petite parenthèse pour des livres, on n'a pas pu les avoir de l'éditeur, mais l'éditeur a consenti à un petit code promo. Vous allez sur le site du PUC si vous voulez commander le livre. C'est bon jusqu'à demain. Sinon, comme n'importe quel livre, toute bonne librairie, et même les moins bonnes. Oui. Fantastique. Quelle édifiante présentation et quel livre riche, rempli de portes d'entrée. Ça me fait penser à Escher. Escher avec ses voies d'accès multiples et ses circonvolutions. Ça, c'est pour toi, Patrick. Alors, là, je vous sens un petit peu saisi. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir demander à Daniel? Mais Daniel a très envie de vous entendre, alors ne vous gênez pas. Comment te sens-tu là, à cet instant précis, Daniel Boutet? Très, très, très bien. Je veux vous dire, ce n'est pas juste des questions ou des commentaires. Vous pouvez aussi continuer la discussion ensemble. Tout ça. Oui? Alors, on a France et on est Michel. Non, après. Michel, France. Allez, Michel, vas-y. OK, bon. Bonjour, Michel. Bonjour, Daniel. Ce n'est pas le vent qui t'appelle, petite Michel. Ce n'est pas le vent, c'est la voix de mes élans. Daniel, il fallait vraiment que je suis contente d'être ici. Merci beaucoup pour ce 8e colloque. J'ai fait partie de la cohorte 2016-2018 et je suis très heureuse qu'on m'ait acceptée parce que je réalise, c'est pas aujourd'hui que je réalise, mais j'ai eu une chance d'être dans cette cohorte-là, puis j'en suis très consciente. Je commence avec ça parce que c'est vraiment par élan que j'avance. Depuis la cohorte, moi, j'ai terminé ma présentation en disant que j'étais un petit peu comme en train de venir au monde. Et là, je ne sais plus par où commencer. Bon, en tout cas, vous allez me reconnaître. Hein, ce qui m'intéressait dans l'intelligence de l'art, quand j'ai vu que c'était ça, le livre que tu as écrit, que j'ai hâte de voir parce que ce matin, j'ai essayé de me concentrer à tout ce qui est dit et j'ai hâte de le relire parce que là, ça rentrait, puis en dedans de moi, ça vibrait parce que je me disais, mon Dieu, comment... Calme-toi, Michel, tu vas lire le livre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de choses qui ont résonné, puis ce pourquoi je voulais surtout venir, c'est que j'ai réalisé dans les dernières années, je continue à travailler sur moi beaucoup, j'ai réalisé que si je ne fais pas beaucoup, je ne suis pas beaucoup dans la pratique. Pourtant, quand je m'y mets, c'est tellement intéressant et j'ai découvert dans les tableaux que j'ai faits que c'est des tableaux, je me laisse là-dedans, je me suis dit, Michel, tu y vas, aucune limite. Si ça a l'air pas logique, on s'en fout. Moi, j'ai décidé de me laisser aller comme la petite Michel et j'arrive à un point où ce que je regarde, c'est que la conclusion des... Bon, j'en ai fait 4, je commence le 5e, là, je suis bloquée là, mais je ne sais plus qui a fait le tableau. Est-ce que c'est moi ou... Parce que, bon, on commence, puis moi, je vais dans l'acrylique puis du collage. Alors, je plage des choses. Je ne sais jamais avant, à la minute près, qu'est-ce qui va sortir. Puis ce que j'ai remarqué de toute façon hier, ce que j'ai vu, pour ceux que j'ai vu, bravo tout le monde, c'était vraiment wow. À la fin, je me dis tout le temps, « Ah, mon Dieu, il y a ça qui est apparu. » Puis là, je ne sais plus si c'est moi ou si c'est l'art elle-même qui fait que j'ai placé des choses qu'après coup, je me dis, « Ah, c'est donc belle fun, ça, ou telle raison. » Puis ce que j'ai remarqué aussi dans toute ma progression dans ma tête de vie, même pas par rapport à l'art, mais... et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Je m'aperçois que, oui, c'est ça que je voulais dire tantôt, que si j'en fais pas tant que ça, c'est que je suis vraiment encore, au niveau de l'émotif, je suis vraiment encore en train de travailler sur le fait de maturer et de ne plus avoir une façon d'être comme une enfant qui recherche tant l'amour de n'importe quelle façon. Et
Ça, je suis en train de guérir ça, c'est que ça va bien parce que ça me permet de voir que quand je serai beaucoup plus mature au niveau de l'émotif, je vais vraiment avoir plus le désir de continuer dans l'art parce que c'est un petit peu tout ça aussi qui a fait que c'était ça que je suis arrivée. Fait que c'est pas une question, je ne sais pas trop où je voulais en venir, mais je voulais juste partager que c'est vraiment fantastique ce programme-là et toutes les trois, vous êtes vraiment Virginie, Suzanne, Daniel. C'est un beau cadeau que vous offrez à plein de monde. Puis moi, je suis très contente d'en avoir reçu beaucoup. Puis ça continue. C'est ça qui est le fun, c'est que ça continue à progresser. Alors Merci. voilà, tous mes honneurs, madame. Merci, Michel. Merci, Michel. France, c'est à toi. Ah, j'ai écrit ma question parce que moi aussi, des fois, je pars un peu en fly. Un des problèmes serait-il d'avoir inventé des langues qui limiteraient la communication entre les humains? Parce que depuis que ma fille est toute petite, elle est vietnamienne, ma fille, puis on a commencé à communiquer par les gestes, le toucher, bon, je l'ai eu un peu par l'estomac aussi, puis quand elle était, comment on dit, muette, parce qu'elle ne connaissait pas le français, elle avait 2 ans et demi. Puis après ça, en découvrant ce qui l'intéressait, je me disais, mais je ne trouve pas le mot, tu sais. L'ombre faite par la lune, ce n'est pas un ombre, l'ombre, c'est l'ombre du soleil. On a appelé ça l'ombre-lune. Mais on créait des mots. Donc, après t'avoir écouté, je me dis, un des problèmes serait-il d'avoir inventé les langues, car il ne resterait que l'art pour être le véritable canot unifiant l'humanité. Pas une question, Pierre. Oui, c'est ça que je voulais dire. En fait, je te le dois bien. Ben, c'est quoi? Non, c'est correct. Toi aussi, tu en as fait un peu des affaires. Non, ouais, mais j'ai l'impression de retrouver dans ce que tu dis l'espèce d'hallucination actuelle sur le langage, justement, puis sur le fait qu'il faut dire les choses. Puis ce qu'on dit, ça devient, si c'est intelligible, ben là, c'est comme tout se passe de tête à tête. Alors qu'en réalité, la vie se passe de corps-esprit à corps-esprit. Puis, je ne veux pas mettre la supériorité de l'art sur le langage nécessairement. C'est 2 choses complètement différentes, bien, assez différentes. Mais on oublie cette affaire-là. On oublie que si tu ne sais pas parler avec la personne, un beau sourire, ça va le faire, là, ou un chant. Fait que, il y a comme cette opposition-là entre le langage et l'art qui est la même que celle entre les choses qu'on pense, là, les choses abstraites puis le vécu. Puis on est dans une civilisation qui méprise le vécu souvent. Merci, Daniel. Merci, France. Hélène. Hélène? La sensibilité. Il y a la question du sens dont vous avez parlé. La sensibilité artistique, j'ai entendu dans d'autres. En quoi vous avez réfléchi à ça ou en quoi, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça se développe? Est-ce que c'est nécessaire à développer? Est-ce que c'est un concept qui est inutile? Parce que j'en sais pas grand-chose, la sensibilité, mais j'ai entendu des gens dire développer la sensibilité artistique. Et je me disais, c'est quoi? C'est quoi juste? Il y a un livre qui s'appelle « The Arts and the Creation of Mind » par ceux qui ont étudié en art-thérapie probablement le connaissent, Elliot Eisner, ou en enseignement. Oui, c'est ça, c'est écrit sur l'enseignement des arts. Puis son livre, ça s'appelle « The Arts and the Creation of Mind ». Puis ce titre-là dit tout là, du livre. Là, comment les arts créent l'esprit. Alors, oui, on a à développer ça maintenant. Encore une fois, c'est toujours cette affaire-là. Si on reste juste dans la tête puis dans les explications, alors, oui, puis la sensibilité artistique, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'inné. Je remarque ça. Il y a des enfants qui naissent, sont plus tournés vers les choses artistiques, sont plus intéressés, d'autres sont plus intéressés par les sports, d'autres sont plus intéressés par les inventions, peu importe. Là. Mais il y a quelque chose d'inné, mais il y a aussi quelque chose qui doit se développer là, sur le plan de la sensibilité.
Mais comment ça se développe? Ben, dans la culture humaine, avec la fréquentation des autres. Tu sais, les humains, on apprend entre nous. Les parents peuvent le faire. D'ailleurs, on a l'impression que le don artistique est héréditaire. Je pense plutôt qu'il est Transmissible. oui, c'est ça. Puis à l'école, puis on est dans une drôle de période là, où c'est comme si la culture actuelle, elle ne savait pas comment penser cette affaire-là. Alors que, à l'époque où les choses se faisaient à la main, il y avait comme une évidence là, de porter attention. Mais c'est une grande question. Je n'ai pas la réponse complètement. Dans votre finale, vous avez parlé de disponibilité, de s'ouvrir. Vous avez fait une énumération qui me semblait peut-être liée à cette idée-là de sensibilité. J'imagine que c'est dans le livre, dans le dernier chapitre, ou quelque part. Ouais. Quelles sont ces qualités dont vous avez parlé, de conscience, disponibilité, ouverture? Ouais. Comment c'est en lien avec l'art ou création d'art ou de se mettre en œuvre par rapport à l'art? Ben, qu'est-ce que je peux dire? Tu sais, encore une fois, j'ai l'impression qu'on nage dans une société qui est très à contre-courant avec l'art, tu sais, présentement. Parce que il faut travailler, il faut se concentrer, il faut étudier, il faut pratiquer le piano si on veut jouer le piano, faut y mettre du sien, quoi. Tu sais. Puis on est dans une société où il y a juste le mot prendre en charge dans la bouche pour dire on va prendre en charge les étudiants, on va prendre en charge les patients, on va prendre en charge. Mais non, aussi, nous, on doit y mettre du sien, là, puis chercher ce qu'on cherche, tu sais, ce qu'on veut faire arriver. Merci. Merci, Hélène. Nous avons aussi une question de là-bas. Oui, bonjour. Moi, c'est France. Je ne sais pas si tu me reconnais. J'étais dans la première cohorte. J'ai dû abandonner après le premier cours pour des conflits d'horaire et tout ça. C'est la première cohorte, je pense. Hein? Oui. À Lévis, la première à Lévis. Et je tenais absolument à te dire merci. Et pour moi, tantôt, là, je t'écoutais, puis ton livre, c'est sûr que je vais aller l'acheter. Puis en dedans de moi, ça fait enfin quelqu'un qui est capable de mettre des mots, qui était capable de nommer l'innommable. C'est quelque chose qui nous habite. On se pose beaucoup de questions quand moi, depuis que je suis toute jeune, je me dis pourquoi l'art a tant d'importance que ça dans ma vie? Pourquoi c'est si important? Puis je me suis aperçue que pour moi, l'art, c'est ma vie. Et ma vie, c'est l'art. C'est essentiel, c'est vital. Et j'ai été pendant une période où, justement, les besoins de vivre, de survie étaient là. Mais après ça, j'ai fait non, c'est pas le besoin de survie parce que pour moi, je ne vis pas dans ce moment-là. Alors, pour moi, j'ai intégré de plus en plus l'art dans ma vie. Je travaille dans le milieu de l'art, je travaille à faire rayonner le travail d'autres artistes et j'ai ramené ma pratique dans un contexte personnel. Et à un moment donné, je me suis questionnée à savoir aussi, pourquoi c'est si important. Puis après ça, je me disais, pourquoi j'en fais? Puis même si mon travail n'est pas présenté au public, pour moi, ce n'est pas important parce que pour moi, réaliser, c'est me satisfaire moi-même. Alors, je tenais à te remercier parce que je trouve que tu as vraiment... C'est difficile de mettre des mots sur quelque chose qui nous habite et qui nous rend émotifs aussi. C'est une question de vie. Alors, grand merci et je t'applaudis très haut. Merci. J'ai deux choses que j'aimerais dire. Premièrement, je me retrouve dans ce que tu dis au niveau de passer ta vie dans le monde de l'art, travailler dans le monde de l'art. Moi, c'est vrai, je suis une créatrice, j'ai toujours été, mais je suis devenue aussi une théoricienne, je suis devenue une professeure, une chercheure, une enseignante, tout ça. Puis, en fait, j'ai souvent, puis des fois, ça empêche d'avoir du temps pour ma pratique ou tout ça. Il y a une certaine frustration par rapport à ça, mais pas si grande que ça parce que
Ce que j'ai voulu quand j'étais petite, c'est passer ma vie dans le monde de l'art. C'était clairement ça. Et pour moi, de passer ma vie avec des étudiants, avec des étudiantes, à partager ces choses, à parler de ça, à regarder l'art des autres, à échanger, ça le fait aussi. Oui, c'est ça, ça nous permet de mieux comprendre. Ouais. Puis c'est beau quand on s'ouvre à l'univers des autres artistes, c'est quoi leur essence. Moi, je rentre dans un atelier d'artiste, pour moi, c'est le lieu sacré. Là. Je rentre là comme je rentre dans une cathédrale. Là. Quand je rentre dans un atelier d'artiste, là, pour moi, c'est... vive l'art! L'autre chose par rapport à l'innommable, là, beaucoup d'artistes ont nommé cet innommable-là comme on a commencé avec 4 citations, on en avait 2, j'en avais 2, il y en a plein. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu savoir qu'est-ce que ça dit, ça. Comment ça marche. Fait que j'ai avancé un petit peu. C'est bien parvenu. Merci. Merci. On a plusieurs personnes. Les 3 premières personnes, les 3 femmes là, et ensuite on revient à toi, Louise et France. En tout cas, moi, je sais que vous étiez là avant moi. Baissez le micro, s'il vous plaît. Je sais que cette personne était avant moi dans la file, donc j'aimerais que ça prenne. Délibéré. Oui. Bon, merci beaucoup pour votre travail. Et je voudrais raconter une petite histoire. J'espère que je ne va pas prendre beaucoup de temps. Dans l'année 1554, apparaît un roman à Séville, en Espagne. Un roman qui commence comme ça. Yo que por bien tengo, en espagnol, bien sûr, que ça veut dire moi, je crois qu'elle est bien et qu'est-ce que je vais vous raconter. Après, en 1848, Charles... Ça, c'était Don Quichotte, non? Non, ça s'appelle El Lazarillo de Tormes. Mais je reviendrai sur ça s'il y a le temps. En 1848, Baudelaire, on le considère, beaucoup de critiques littéraires, moi-même, comme peut-être le premier poète qui se considère un individu singulier. Et l'année 1992, une femme de Guatemala qui s'appelle Rigoberta Menchú et qui a gagné le Nobel de la paix 92, va écrire ses mémoires qui commencent, le titre est le suivant: Je m'appelle Rigoberta Menchú et comme ça qu'est née ma conscience. Alors, il va raconter toutes ces histoires. Alors, si on voit bien dans ces 3 auteurs, la principale chose en commun, c'est qu'ils parlent à la première personne. Et le roman de 1552 est anonyme. Parce que si on a reçu qui a écrit ce roman, qui était une immense critique à tout l'Empire espagnol, l'Inquisition l'aurait brûlé. Parce qu'elle a osé dire « moi ». Et peu de personnes savent que seulement après la Révolution française, on a le droit à dire « moi ». Avant, juste le roi et sa cour qui pouvaient dire « moi ». Moi, le duc, moi, le marquis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que les artistes, et vous le soulignez peut-être implicitement, et c'est au siècle XX, l'artiste est la personne par excellence qui peut dire « moi ». Alors, j'ai dit ma définition d'artiste, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'un artiste est celui qui fait quelque chose et il peut dire pourquoi il le fait. Et tous ces 3 auteurs que j'ai mentionnés, ils accomplissent ce mandat de l'artiste.
Moi, je fais ça parce que je crois à ça. Et seulement, c'est une chose récente. Alors, c'est l'individu, c'est les artistes qui ont découvert l'individu. Et regardez une dynamique, et j'ai fini avec ça. Moi, j'ai étudié un doctorat à l'Université de Montréal en littérature. J'ai étudié beaucoup de choses et toujours m'ont dit que c'est la communauté qui me donne la parole. Mais ce n'est pas vrai. C'est un moi qui parle et qui doit accepter cette immense responsabilité de se mettre au service de la communauté. Et ce n'est pas la communauté qui me... Parce que sinon, il y aurait des milliers de personnes comme vous, des milliers de livres comme vous. Mais non, vous avez accepté, comme bon artiste, une responsabilité individuelle et vous nous présentez un travail original, singulier, parce que vous savez réfléchir sur l'art. Alors, un artiste, porque la conversation doit continuer, un artiste qui n'est pas capable de dire pourquoi fait son art court un immense danger. Il peut mourir. Le meilleur exemple, c'est Van Gogh. Van Gogh, d'après ce que je pense, je crois, corrige-moi, a fait 500 œuvres, 4500 œuvres, et il n'a pu vendre une seule et jamais a dit à personne pourquoi fait son travail, sauf à son frère Théo. Et toute la théorie de Van Gogh sur son œuvre est dans ses lettres. Mais il a dit, mais ce n'était pas suffisant. Alors je dis que l'art, c'est une chose dangereuse. C'est un danger pour la personne qui le fait et aussi pour les personnes qui le reçoivent. Merci. Merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ça va? Non, je remercie Louise pour ça. Merci, Vraiment Louise. sa contribution. Alors, Bonjour. Est-ce que vous m'entendez avec mon micro Oui, on baissé? t'entend. Oui. Donc, enchantée. Moi, je ne suis d'aucune cohorte. Là. Je vois tout le monde qui se présente. Je ne vous connais pas, mais enchantée. Je suis étudiante à l'Université Laval en enseignement des arts. Et je me suis beaucoup attardée à une... Oui, OK, mais c'est que tu m'entends bien hein, quand même. Oui, bon. Je me suis attardée à une phrase que tu as écrite dans ton livre, qui est que l'art arrive dans notre engagement, dans l'activité, sans se soucier de son produit. J'ai trouvé ça très intéressant, mais je trouve ça injuste parce que je me dis, dans une société capitaliste, comme on le sait, les gens ont besoin de se soucier du produit, surtout ceux qui sont dans des situations défavorisées monétairement, on a besoin de fabriquer un produit. Puis je me rends compte que les gens qui sont dans le milieu d'art, c'est souvent les gens qui ont le temps de réfléchir. Comme moi, j'ai du temps d'être ici en ce moment, j'ai personne à nourrir. Je suis capable d'aller à l'épicerie, de m'acheter du kale à 10$. Je suis ici, tu peux réfléchir alors, mais ceux qui n'ont pas ce temps-là ne peuvent pas donc répondre à leurs besoins parce qu'on s'est rendu compte que c'est un besoin. Puis là, moi, je suis étudiante en enseignement des arts, je m'en vais avec plein d'enfants, adolescents qui doivent avoir une communion avec ça. Est-ce que c'est une utopie de croire qu'on va pouvoir répondre à ce besoin-là? C'est vraiment une belle question. Je n'ai pas de réponse, mais je dirais, je n'ai pas dit que l'œuvre n'était pas importante. L'œuvre a fait complètement partie parce que l'art, c'est un faire, fait qu'on fait quelque chose. Je ne crois pas aux gens qui font juste jouer avec les éléments puis ils ne font rien avec. Mais ce que tu parles, c'est comme la malédiction de la culture actuelle, là, de la culture, je ne sais pas comment la nommer, là, mais moderniste, hyper moderne, capitaliste, extractiviste, bon, etc. De maintenant, tu sais,
Puis du fait que dans tout ça, l'art, c'est devenu une activité spécialisée. Si tu veux vivre de ça, ben, il faut que tu aies beaucoup de chance. Moi, j'ai remarqué que les gens qui réussissent, ce n'est pas nécessairement les meilleurs, mais c'est ceux qui ont des fois vraiment la chance d'avoir rencontré la personne, son agent, qui allait devenir son agent. Ou, beaucoup de chance, beaucoup se concentrer beaucoup là-dessus, sur produire, etc. Je ne sais pas, c'est difficile, mais justement, ça ressemble à comment la société voit ça. Là, comme la société voit ça comme une activité commerciale, en somme, ben, l'artiste est obligé d'aller là-dedans. Sinon, ben, par d'autres créneaux, là, beaucoup de coopératives ou des mouvements, ou, etc. Mais à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement là qu'on va gagner notre pain beurre ou notre kale. Mais ça, tu le mets bien en lumière. Ben, merci en tout cas de votre écoute. Ça me fait du bien d'en parler. Pensons-y, parce que là, on n'a pas de solution clairement, donc cherchons-en. Je laisse. Tout à fait. Merci. Pardon, il y avait ta collègue, je crois, et Émilie, et ensuite on vient en France, dans l'ordre des présences au micro. Donc, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, donc je m'appelle Valérie, en effet, je suis une collègue de Léane. On a été invité grâce à un nouveau professeur de l'UQAR, Mme Martha Teixeira. Okay. Bonjour, donc, nouvelle collègue. Et voilà, donc je suis également étudiante, en fait, je suis finissante en enseignement des arts. Et la question que j'ai pour vous, moi, je m'intéresse beaucoup à l'imaginaire. Et depuis que je fais mon bac en enseignement, j'ai l'impression que l'école sert à tuer l'imagination. Et ça me brise le cœur, en fait. Pardon? Oui, tuer l'imagination. Puis, j'ai essayé de lire des livres, par exemple Gaston Bachelard, qui est un grand classique de l'imagination, Gunther Anders également, qui a dit que l'imagination, développer son imagination, ça nous permet de savoir ce qu'on fait. Il y a vraiment beaucoup de gens qui militent pour l'imagination, la créativité. Il y a des gens qui font des études, des recherches, mais au niveau de ce qui se fait dans les écoles, là, actuellement, il y a trop peu de choses, et, en tout cas à mon avis. Mais moi, j'aimerais savoir, vous, est-ce que vous voyez ça ou est-ce que c'est moi qui imagine tout ça? C'est quoi, vous, votre point de vue par rapport au livre que vous avez écrit, par rapport à ce qui se fait dans les écoles? Et quand je parle d'école, je ne parle pas du 15% de la population qui réussit à aller aux études supérieures. Là. Je parle de l'école obligatoire pour les jeunes jusqu'à 16 ans. Donc, j'aimerais savoir, vous, si vous avez un point de vue sur ce sujet-là. Ben, Valérie, j'ai l'impression que j'ai le même point de vue que toi sur l'importance de ça, puis le fait que ça fait pas partie, là. Mais encore, c'est la même réponse. Je veux dire, je ne suis pas sociologue, là, je ne peux pas analyser tout ça, mais j'ai l'impression qu'on est dans une société qui est terrorisée, devant je ne sais pas quoi, et qui donc se jette sur les certitudes, se jette sur les données probantes, se jette sur la science, se jette sur qu'est-ce qui est les solutions éprouvées, sur les affaires normalisées. Moi, dans tout ça, ce que je sens, c'est de la peur de je sais pas quoi, de vivre, d'être. Fait que là, c'est pire que pire. Le gouvernement veut contrôler complètement les programmes dans les écoles. Donc, les arts, effectivement. On a une amie, collègue, vous la connaissez, Dominique Lapointe, qui disait à un moment donné, il y a quelques années, la culture aussi, l'art aussi, c'est une saine habitude de vie. Là. Mais c'est pas entendu, c'est pas... Fait que, et après ça, de l'autre côté, on parle des problèmes de santé mentale, puis l'épidémie de problèmes de santé mentale. Je pense que tout ça, c'est lié, mais je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi faire. Merci beaucoup. Oh, c'est intimidant. Hein? Je me suis posé la question si je n'allais pas me rasseoir parce que France, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, qui a un peu fait le même... Parce que moi aussi, je voulais faire des remerciements.
te féliciter et faire des remerciements, mais en même temps, avec les 2 questions qui viennent d'apparaître, je trouvais que ça faisait du sens de revenir à ça. À 19 ans, je me suis retrouvée aux îles de la Madeleine devant comme la mer, toute seule au bout d'un petit chemin où il n'y avait personne, mois de septembre, gros vent, puis c'était magnifique. Puis j'ai comme eu un choc à ce moment-là, tu sais, où j'ai comme senti que le corps et l'esprit s'unifiaient pour vivre une expérience qui était comme optimale ou augmentée. Ça l'a influencé beaucoup, beaucoup ma vie. Après ça, j'ai voyagé beaucoup pour essayer de retrouver ça, puis ça n'a pas toujours fonctionné. J'ai même été faire une maîtrise en recherche-création dans laquelle j'ai traité du voyage pour essayer de retrouver ça, dans laquelle j'ai parlé de l'expérience optimale de Mihaly Csikszentmihalyi, je ne sais pas si je le dis correctement, qui se retrouve aussi dans ton livre. Et bon, tout ça pour dire que j'ai pris des petites notes. Bien, en lisant ton livre, j'ai évidemment fait le lien entre cette expérience-là et l'art. Bien sûr, c'est le sujet du livre. J'ai compris que ce n'était pas tant le voyage que l'art. Puis là, je me suis souvenu certains chocs artistiques que je pouvais avoir vécu dans ma vie très, très jeune, où j'avais ressenti ça, où une sensation tellement forte qui guide la vie ou que tu veux toujours retrouver pour guider ta vie. Excusez, là, j'avais pris des petites notes, puis c'est important. Et en lisant ton livre, j'ai compris, en fait, en lisant ça et en faisant ce lien-là entre cette expérience-là et l'art, pourquoi que dans le certificat actuellement, je pouvais me retrouver tellement sur mon X. J'ai vraiment compris que c'était ça. Et donc, je voulais te remercier, puis je l'avais fait un peu à ton lancement en parlant aussi du monastère, dans cette capacité de nommer les choses, de faire passer le sensible aux mots, parce que c'est de l'invisible, c'est des choses qui ne se nomment pas. Donc, c'est là que je voulais vraiment, vraiment te remercier. Puis c'est ce qu'on retrouve dans ton livre, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans ta conférence. Donc, un énorme merci parce que ça fait, moi en tout cas, ça me fait prendre conscience de choses tellement fondamentales et tellement importantes. Puis c'est le livre, mais c'est aussi le certificat, c'est aussi EPA pour ceux qui le vivent. Puis c'est peut-être des réponses, je ne le sais pas, à vos questions par rapport à... Parce que moi aussi, je suis enseignante au cégep, puis c'est une question que je me pose. Comment ne pas brimer la créativité? Comment permettre aux gens de se déployer, aux étudiants de se déployer? Je pense que dans ça, dans ce sensible-là, il y a une réponse, en fait. Donc, merci d'être capable de le mettre en mots parce que c'est extrêmement précieux. Merci, Émilie. Je réussis un peu à mettre en mots, mais c'est vrai que c'est difficile. On a l'objectif de terminer dans à peu près 5 minutes. Ah oui. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ce qu'Émilie vient de dire? Sinon, on va passer à France et Patrick. Non, je vais juste la remercier de sa contribution. Ça va dans... Ça nomme un petit peu ce qui m'anime, ce qui m'a animé dans ma vie depuis le début des années 90. Là. Tout mon parcours d'enseignante, puis de faire ça différemment. Puis, Bonjour. Bonjour. Daniel, je pense que tu es une personne qui non seulement est un excellent guide, mais aussi, je pense qu'on peut te considérer comme une gardienne de l'art. Puis là, je vais essayer de m'expliquer pourquoi je te donne ce titre-là. J'ai été frappée parce que, tu sais, on dit intelligence de l'art, puis c'est les mêmes voyelles que l'intelligence artificielle. Puis moi, c'est un... Là, je me suis dit, mon Dieu, qu'elle est inspirée. Quelle bonne idée d'avoir pris ces 2 premières lettres-là. Ça va peut-être plus être une question là, que je lance comme ça dans l'univers. C'est que tu as parlé de l'émulation, tu as parlé aussi de la conscience, puis de l'esprit qui crée le monde, qui participe au monde, puis ben, nous, on fait partie du grand tout.
Alors, par rapport à l'intelligence artificielle, dans les propos qu'on entend à l'heure actuelle, il est beaucoup question aussi d'art et de création. Puis là, je me dis, comment ça se peut qu'une machine crée de l'art? Puis je trouve que la réponse, je la retrouve dans ton texte. Puis pour ça, ben, je te dis un grand merci. Comment ça, la réponse dans mon texte? Ben, OK, dans le sens que je pense qu'une machine, ça n'a pas d'esprit. Une machine, ça n'a pas de senti. Une machine n'est pas consciente. Est-ce qu'on peut associer une machine à une culture donnée? Donc, pour moi, c'est autant de pistes là, pour établir un écart et qu'on garde l'aspect au niveau de l'art pour l'humain plutôt que de l'associer aux machines. Puis je pense que c'est des tendances fortes qu'on va vivre maintenant puis dans les prochaines années. Merci beaucoup. Merci, France. On va terminer avec Patrick. Désolé de devoir écourter. Et peut-être je peux faire ça avec vite. Patrick et Madeleine. Ensuite, Ça vite. pour vous laisser le temps de dîner, parce que c'est bien entendu que vous allez tous et toutes revenir à 1h, parce qu'on a de fabuleuses présentations cet après-midi. Alors, Patrick, mon ami, vas-y. Moi, j'aime ça rebondir sur ce qui a été dit. Là, fait que, je pense peut-être mon questionnement il est en lien avec ce que des gens ont dit. Fait que j'aimerais ça vous partager une chose que ma fille, qui va avoir 14 ans, m'a dit quand elle était à l'école primaire. Elle m'a dit « Lundi, c'est le jour où les rêves meurent. » Donc l'école tue la créativité chez les enfants qui ne fitent pas dans le moule parce qu'ils sont différents. Je voulais dire, puis ça va m'amener à ma question, là, si l'expression artistique, c'est un besoin fondamental, là, autant que l'accomplissement, puis le fait de créer de la signifiance dans le monde, moi, je m'intéresse beaucoup à l'inclusivité puis aux inégalités. Là, moi, je pense que les inégalités sociales, ça existe, fait qu'il n'y a pas vraiment d'égalité des chances. C'est plus comme une inégalité des chances. Fait que, est-ce que l'enseignement, puis là, ici, on est dans l'université, puis je considère que l'université perpétue les inégalités sociales à plein de niveaux. Fait que, est-ce que l'enseignement ou peut-être créer des conditions propices à la créativité et à l'expression artistique, est-ce que ça peut être une des clés pour rendre un monde plus juste par rapport à l'expression de ce besoin-là? Puis je me demandais, comme il y a beaucoup d'analphabètes fonctionnels et d'analphabètes dans notre société, comment on peut faire pour décloisonner ce savoir qui est partagé ici avec nous? Parce que c'est vrai que là, on est un groupe un peu select, puis ça fait que je pense que les idées que tu amènes, ça serait super important de les partager, par exemple, avec des enfants qui disent des choses comme « le lundi, c'est le jour où les rêves meurent ». Ouais. Moi, je ne partage pas ta vision terrible de l'université comme un lieu où on tue les choses, mais ça cause qu'en Occident, ce que j'ai dit, c'est qu'on a isolé l'art, on en a fait c'est quelque chose comme... C'est comme un truc qui est tellement spécialisé puis isolé qu'on en vient à penser que c'est comme accessoire, finalement. Mais ce qu'il faudrait faire, je ne pense pas que c'est tant donner des cours d'art ou tout ça, oui, ça serait vraiment important, mais ça serait de revaloriser la liberté, la créativité, le travail, le travail qui individuel, l'imagination, revaloriser ces affaires-là dont on a tant peur présentement. Là, puis que si on faisait ça, ça ne deviendrait pas comme une espèce de truc justement comme spécialisé, ou il faudrait comme le déspécialiser d'une certaine façon. Quand je suis dans l'anthropologie, ce que je vois, c'est que les grottes à Lascaux, ils ne sont pas signés. C'est toute la communauté qui le faisait. Mais maintenant, on pense que c'est tellement bien fait, puis je suis d'accord avec ça. Il dit, c'est comme
qu'il devait y avoir des spécialistes, il devait sûrement y avoir des gens dans cette culture-là dont c'était le travail de faire ce genre d'œuvre-là, si on veut, de travail-là, mais c'est toute la communauté, ou bien si on pense au théâtre d'ombre, à Java, ou la musique balinaise, c'est tout des trucs collectifs, où ce que l'artiste, c'est pas le créateur unique, c'est toute la société, c'est le groupe qui crée, comme chez les Inuits, ou c'est là qu'on devrait essayer de se diriger. Pour revenir à l'intelligence artificielle, c'est là que ça va nous obliger à aller, de toute façon. Mais c'est tout ce que je peux dire. Là. Je discuterai longtemps avec toi, je ne me sens pas spécialiste de ce que je suis en train de dire. Là. Donc, je spécule. Un grand sujet qui vaudrait la peine de faire une rencontre spécifique là-dessus. Merci, Patrick. On va terminer avec Madeleine, mais je crois qu'il y a une dame derrière, mais il faudrait vraiment faire ça court. Je m'excuse de vous Je ne parlerai plus. Vas-y. Non, je vais être brève. Vous nous avez invités parce que je pense que vous revisez cet été un peu je ne dirais pas les fondements de ce cours-là, de l'EPA, mais moi aussi, ce qui va m'intéresser de regarder, puis sûrement que vous le faites, c'est quelle pédagogie vous avez mis en place pour favoriser dans le cadre de ce cours-là autant on a appelé ça de la bienveillance, des fois c'est un peu charrié, mais de soutien que le groupe peut donner à chacun des individus et comment vous l'avez imaginé, que vous le mettez en forme pour que ça arrive. Et puis je pense que moi, en tout cas, par rapport aux questions que vous nous avez posées, ça m'a orienté un peu vers ça, essayer de comprendre à la manière de l'étudiante qui l'a reçue un peu qu'est-ce que c'est que cette pédagogie que vous avez mis en place pour qu'on se sente à la fin si confiante et si soutenue dans notre démarche. C'était mon commentaire. En mon nom et au nom de mes collègues, je te remercie pour ton beau feedback. Oui, bonjour. Je vais me présenter, Lucie Lefebvre, artiste en art visuel depuis plus d'une quarantaine d'années. Je vais essayer d'être brève, mais j'ai d'abord commencé à lire votre livre et je le trouve très, très réconfortant parce que le parcours des artistes n'est pas facile. On a toutes sortes de bons coups puis de difficultés d'être dans la création. Avec cette idée-là de l'expérience, si on regarde les dernières années, en tout cas en art, à partir des années 70, justement, avec la performance, on a vu ça, oui, sortir du contexte capitaliste des galeries, la création des centres d'artistes, il y avait tout un mouvement du milieu artistique et de la communauté pour sortir de cette notion de comment on dit ça, moyennable de l'art. Il me semble qu'il y a un retour à ça en ce moment, beaucoup. On apprend aux artistes à monter des dossiers, à avoir une business finalement de l'art. Mais ce qui m'inquiète quand je regarde comment ça s'est développé, et j'aimerais ça vous entendre là-dessus, c'est qu'en ce moment, on valorise justement beaucoup l'expérience. L'art est devenu spectacle. Avec les nouvelles technologies, il faut vivre quelque chose d'intense parce qu'on est tout le temps devant nos écrans, on est tout le temps popé avec des choses qui sont très, très dynamiques. Donc, on voit des installations, des vidéos et on nous invite aussi à aller voir du Van Gogh à des dimensions gigantesques. On est beaucoup dans l'expérience augmentée avec la réalité virtuelle aussi. Moi, ça m'inquiète un petit peu parce qu'on s'éloigne de la vraie réalité où je peux avoir une expérience esthétique en me promenant en forêt. Alors, je trouvais dans les hauts et les bas de l'artiste, je trouve votre livre très, très réconfortant. Parce que j'ai lu aussi, et fait une maîtrise et tout ça, et j'ai eu beaucoup de théoriciens, mais le langage assez simple, très compréhensible et humain dans votre livre, je l'ai trouvé très réconfortant. Mais ces questions-là
m'inquiète un peu. C'est-à-dire que être devant un tableau, mon expérience est une expérience intime. Peut-être que c'est ma génération qui fait que j'ai ce sentiment-là, mais par rapport à l'art actuel, j'aimerais ça vous entendre sur cette idée de commercialisation de l'expérience augmentée qu'on voit partout. La ville, les subventions vont toutes vers créer un événement. Je ne sais pas si j'explique bien. Mais... Non, je comprends, mais ça, c'est une fonction, non pas d'une fonction, c'est comme j'ai dit à d'autres questions, ce n'est pas une fonction de l'art, ça, c'est une fonction du commerce, une fonction de la société à laquelle on vit, c'est ça. Ouais. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'art là-dedans, tu sais, mais bon, on trouve quand même notre chemin, tu sais, à travers, dans les interstices de ça. Sur l'Internet, on trouve des artistes complètement inspirants. Mais je ne sais pas quoi dire. Mais il y a, à un moment donné, j'étais allée au musée au MoMA à New York, puis j'étais allée voir une exposition de Marina Abramović, puis c'était tellement intense. Puis ça que quand je suis partie, je ne voulais plus voir d'autres choses, là, tu sais. Fait que là, je m'en allais, c'était au 5e étage, je descendais les étages, puis j'étais avec mon ami, puis on marchait, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai regardé comme ça, puis j'ai vu au fond d'une salle l'immense Lavender Mist de Jackson Pollock. Puis je me suis approchée, puis là, elle, mon ami, puis moi, là, on s'est mis à pleurer. Là, j'ai fait comme... Bien, je l'avais vu 100 fois dans les livres, tu sais, je connaissais cette œuvre-là au point de la reconnaître, mais quand je l'ai vue pour vrai, ça m'a fait un truc que je ne m'attendais pas. Tu sais. Il y avait comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est tellement impressionnant. Mais il y a quelque chose du vivant qui résiste, quoi, qui va toujours résister, mais là, on vit dans une espèce de folie du virtuel, puis je ne sais pas quoi dire. On est tous dedans. Oui, c'est ça. Vous comme moi, puis... OK, merci. Ouais, il faut trouver une forme de révolution. Beaucoup. Alors, il y aurait tant à dire, puis on va faire des parties 2, 3, 4, 5, 6, surveiller ça cette année. Mais pour l'instant, nous vous espérons de retour à 1h. Il y a des petits restos autour, puis une très grande cafétéria vide. Gênez-vous pas de vous prendre un petit take-out, prendre ça mollo. Et on se retrouve à 1h avec la présentation de Sylvie Lorrain et de Karianne Vaillant sur l'art engagé.